La victoire des tricolores qui réalisent le Grand Chelem au Stade de France cet après-midi devant des milliers de supporters en liesse, c'est une première dans le tournoi des 6 nations. Fabien Galtier, capitaine du 15 de France, est en direct dans ce journal. L'offensive militaire israélienne se poursuit dans les territoires. Document dans cette édition, nos envoyés spéciaux à Naplouse ont réussi à pénétrer dans cette ville fantôme en proie à de nombreux affrontements. C'est la seule équipe de télévision présente sur ce terrain. La campagne présidentielle avec les deux principaux adversaires dans les îles, Jacques Chirac à la Martinique, Lionel Jospin en Corse. Une information qui fait frémir si elle est confirmée. Le gynécologue italien Antinori aurait réalisé la première grossesse par clonage humain, un procédé que tous condamnent. Madame, Monsieur, bonsoir. Un événement historique et une victoire qui enchante tous les amateurs de rugby. Le 15 de France au Nirvana avec ce grand chelem dans le tournoi des 6 nations qui vient couronner une saison exceptionnelle. Les Français se sont imposés dès le début de la rencontre face à l'Irlande. Et dans un stade de couleur bleu, blanc, rouge, on avait le cœur à la fête. Christophe Duchéron. Là-haut dans la tribune, c'est la coupe à cœur du 15 de France. L'historique grand chelem du tournoi des 6 nations. Un grand moment de plénitude au ras du gazon. Parce que le rugby est un sport de contact et d'amitié, les Bleus trouvèrent le moyen de faire une mêlée. La mêlée du plaisir partagé, la mêlée du succès total. Il y eut victoire, communion et du bonheur pour tout le monde. Pour le rugby français, pour le sport français en général, je crois qu'on a montré aujourd'hui un match de qualité. Vraiment de très belles choses et on est content de rendre heureux autant de gens. Ni une, ni deux, mais 2 minutes et 8 secondes après le début du match, les Bleus annoncent la couleur. Le ballon traverse le terrain en large et termine sa course dans les bras de Serge Betsen qui aplatit 7-0. 8 minutes plus tard, les Irlandais réussissent leur meilleure action du match. C'est malheureusement leur seul essai de l'après-midi inscrit par le talonneur Keith Wood, 7-5. Ça n'était pas leur jour, les Irlandais. Privés de ballon comme on est privés de dessert. Punis par des Français gourmands mais juste ce qu'il faut. Nicolas Brusque marque dans l'embut, 18-5. Et ça continue. Galtier dans un jeu millimétré pour Aurélien Rougerie. L'ailier du 15 de France vole comme le rossignol pour finir non pas sur la branche, mais entre les poteaux. 28-5 au repos. Bien sûr, ça n'est pas fini, mais pour les Irlandais, c'est le début de la fin. En deuxième période, l'équipe de France marquera 2 essais supplémentaires, histoire de saler l'addition. Le premier par le récidiviste Serge Betsen, l'homme aux 3 poumons qui plaque mieux que personne et qui court et qui marque encore 36-5. Nicolas Brusque, l'arrière du 15 de France, sera l'auteur du dernier essai du match. Score final 44-5, un triomphe simple et modeste. Premier grand chelem, ça fait quoi? C'est beaucoup de bonheur, c'est super. Bref, tout est dit, le bonheur, c'est simple comme un grand chelem. Nous vous retrouvons en direct, Fabien Galtier. Vous êtes donc le capitaine du 15 de France. Qu'aviez-vous en tête lorsque vous avez gravi les marches du stade pour recevoir la coupe? Bon, je pense qu'on était tous très heureux. C'est une forme de, pas de consécration, mais un aboutissement pour cette équipe dans cette compétition. Et du bonheur plein la tête, comme le disait Christophe Duchéron. Voilà, du bonheur, beaucoup de plaisir, plaisir partagé entre nous et plaisir partagé aussi avec les spectateurs qui étaient présents dans ce match. Alors, c'est évidemment la victoire de toute une équipe, mais dans ce match, vous avez d'une certaine façon emmené les Français vers le Grand Chelem. Vous aviez un moral de gagnant? Je crois que c'était toute l'équipe ainsi que son staff qui était très déterminé et qui avait envie de réaliser de grandes performances. C'est vrai que c'était pas évident parce qu'on était attendu au rendez-vous, mais bon, nous avons tous ensemble décidé de rien lâcher et de donner le maximum, mais ça s'est bien passé. Alors on parle d'un événement historique, ce sont peut-être des grands mots, mais tout de même, quelle est pour vous la performance des tricolores? La performance, c'est bon, c'est le grand chelem. Le grand chelem, ça veut dire vaincu dans la compétition, ça veut dire 5 victoires d'affilée. Voilà, et puis je crois qu'on a réussi à mettre en place un jeu avec lequel on prend beaucoup de plaisir, ainsi que les spectateurs. Alors une dernière question, comment allez-vous passer la soirée, enfin la fête pour toute l'équipe? Disons que là, c'est le rituel, donc on a un banquet qui est toujours organisé après les matchs avec les Irlandais. Et nos femmes, pour la première fois, c'est la première fois que les femmes sont invitées au banquet. Et ensuite, on va partir, je crois, sur une péniche, passer quelques bons moments entre nous, tranquillement. Bravo encore et merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Jacques Chirac de Martinique a envoyé un message de félicitations à Bernard Laporte, l'entraîneur du 15 de France. Une superbe victoire pour le sport français. C'est le 7e grand chelem de son histoire et le premier depuis l'ouverture du tournoi à une 6e nation. Julien Beaumont, Christophe Duchéron. 1968, c'est l'ère des Spanghero, Mazo, l'ère des héros.
Entrée en 1910 dans le tournoi, la France décroche son premier titre 58 ans plus tard. Paris nous a accueillis, un peu à l'image de l'accueil qui est réservé aujourd'hui aux champions du monde de football ou aux skieurs français. 1977, c'était les copains d'abord. La même équipe à chaque match pendant tout le tournoi. Papa Rambord, Scrella, Fourou, 9 essais marqués, 0 concédés, record inégalé. Il ne peut pas nous arriver grand-chose, à part que des bonnes choses. On se marie en dehors et on se marie sur le terrain. 4 ans plus tard, Fourou est entraîneur. Son équipe mêle vieux briscard et jeunes bleus. L'entente est immédiate. Sur le terrain, on avait l'impression que c'était un petit peu la magie. Qu'on se connaissait énormément, que les joueurs étaient capables de se trouver les yeux fermés. 1987, c'est le rugby moderne, l'année de la première Coupe du Monde. Les Français intensifient les entraînements, mais restent imprévisibles. Il y a eu cette interception qui a marché. Si ça ne marche pas, bon, les Anglais marquent. Mais elle marche et donc on revient au score et puis on ne lâche plus le score jusqu'à la fin. Personne ne croyait en eux. Et pourtant, les Lamaison, Venditti, Glas battent les Anglais de justesse et balayent les Écossais au Parc des Princes. Tout le monde les attendait et le 15 de France version 98 n'a pas déçu. Une équipe remodelée, rajeunie, du rugby champagne avec Magne ou Dominici, un doublé qui n'a jamais été reproduit, enfin pour l'instant. L'actualité de ce samedi, toujours dominée par la situation au Proche-Orient, avec d'abord ce document filmé par nos envoyés spéciaux Bertrand Coq, Gilles Jacquier, Tatiana Derouet et Alexandre Berne, qui ont réussi à entrer à Naplouse en Cisjordanie. Il s'agit de la seule équipe de télévision qui ait pu pénétrer à l'intérieur de cette ville fantôme où se sont déroulés la nuit dernière de violents affrontements. Naplouse, cet après-midi. La plus grande ville de Palestine, occupée, bombardée par l'armée israélienne depuis mercredi soir. Une ville comme abandonnée, soumise à un strict couvre-feu, où les soldats n'hésitent pas à tirer pour décourager les quelques journalistes présents. Une ville dont les habitants terrés chez eux suivent à l'oreille la progression des blindés autour des vieux quartiers du centre, là où sont retranchés les fédayines. C'est en bas que ça se passe, dans les ruelles de la vieille ville. La bataille de la Casbah de Naplouse, avec une disproportion de moyens évidente en faveur des Israéliens. La famille de Fouad Ouadar a le malheur de vivre dans la ligne de tir des Israéliens. Ce matin, plusieurs balles ont crevé les fenêtres du salon. Fouad le père explique qu'il ne se passe pas une heure, pas 5 minutes, sans une attaque d'hélicoptère, sans une fusillade. C'est la vie prise au piège. Depuis 3 jours, le quotidien des habitants de Naplouse. En stationnaire, presque à la verticale de l'hôpital, 2 hélicoptères Apache lâchent leurs roquettes sur la vieille ville. Les ambulanciers sont coincés là, interdits de circuler. À la morgue, 2 cadavres seulement, dont une femme. Quelques blessés qui sont arrivés là par leurs propres moyens. Les 2 premiers sont des combattants, mais le 3e affirme qu'il était chez lui. Le visage brûlé, il dit que Dieu merci, lui et les siens ont encore le moral. Et puis, entre les vivants et les morts, il y a ces bébés. Ils sont nés cette nuit, ils n'ont pas encore de nom, ils sont les enfants de la guerre. Ce soir, les pays arabes à l'ONU réclament une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner la situation dans les territoires à Naplouse, mais aussi à Jenin. Et puis George Bush, qui donnait une conférence de presse il y a quelques instants dans son ranch du Texas, exhorte les forces israéliennes à se retirer au plus vite. Nous l'écoutons. Nous estimons que l'autorité palestinienne doit ordonner un cessez-le-feu effectif et immédiat et démanteler les réseaux terroristes. Nous considérons qu'Israël doit arrêter ses incursions dans les territoires sous contrôle palestinien et commencer à se retirer sans délai des villes occupées récemment.
Réponse de l'État hébreu, Israël se retirera une fois le travail fini. En effet, malgré les demandes pressantes du président américain Ariel Sharon poursuit ses opérations militaires dans les territoires, nouvelle journée d'offensive, notamment dans le nord de la Cisjordanie où les affrontements dans le camp de réfugiés de Jenin auraient fait de nombreuses victimes côté palestinien. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain Colin Powell entamera à partir de demain une tournée au Proche-Orient, une mission particulièrement délicate et sur laquelle on ne se fait pas trop d'illusions. Le poids de la situation, Gilles Rabin. Malgré les appels des États-Unis qui demandent à nouveau un retrait sans délai, les Israéliens étendent leurs opérations en Cisjordanie et déploient de nouveaux chars. Les combats les plus violents se sont déroulés à Jenin, sans caméra présente, sans témoins dans le camp de réfugiés. D'après les rares témoignages recueillis par téléphone, il y aurait déjà une centaine de morts. La situation est réellement catastrophique. À Jenin, il manque de sang, d'électricité et d'eau dans tous les hôpitaux. À Ramallah, l'armée israélienne a tiré cet après-midi sur le bâtiment dans lequel Yasser Arafat est assiégé depuis plus d'une semaine. Témoignage. Le char vient de pénétrer tout à côté de notre bâtiment. Il est actuellement en train de tourner sa tourelle sur les bâtiments où nous sommes. Ah, là, je vois plein de soldats qui courent à nouveau derrière. Ils sont très lourdement armés. Je ne sais pas où ils vont. Que se passe-t-il là? Que se passe-t-il? Je pense qu'ils sont en train d'approcher d'une des parties du bâtiment où nous sommes. Dans le camp d'Al-Fawar, qui se situe à mi-chemin entre Bethléem et Hébron, la mort d'un adolescent tué au moment où les chars israéliens pénétraient dans le camp a déclenché, malgré le danger de mort immédiate, une manifestation de colère spontanée. Image de rupture, oasis de paix, la ville de Jéricho est la dernière ville autonome palestinienne à ne pas avoir été réoccupée par les Israéliens. Dans la plus vieille cité du monde, voyons comment la population vit au fil des jours et se projette dans l'avenir. Reportage de nos envoyés spéciaux Alan Chalvon, Philippe Uzi. Au-delà de ce barrage israélien, Jéricho, la principale ville de la vallée du Jourdain, dernière enclave autonome palestinienne de Cisjordanie, non réoccupée, dernière oasis de paix. Ses 40 000 habitants l'appellent Dieu sait pourquoi la cité de la Lune. Peut-être parce qu'ils aimeraient en ce moment être sur une autre planète. Si la ville semble normale et paisible avec ses passants et ses boutiques, pas un seul homme armé en vue, elle n'est pas pour autant tranquille. Jéricho craint d'être la prochaine sur la liste. Oui, je me demande bien pourquoi ils n'ont pas envahi Jéricho. Après tout, ils ont réoccupé toutes les villes palestiniennes, alors c'est clair, ils vont envahir Jéricho. On s'attend à ce qu'ils envahissent Jéricho à n'importe quelle heure. De toute façon, il faut bien que Sharon termine le travail. Les magasins pourtant sont pleins de victuailles, comme si la population n'avait pas fait de réserve. En fait, nous explique cette femme, c'est tout simplement par manque d'argent. Jéricho a aussi la particularité d'abriter un des derniers ministères en fonction de l'autorité palestinienne. Le ministre, qui a plusieurs fois par jour Yasser Arafat au téléphone, n'est guère optimiste, malgré l'arrivée en Israël prévue pour jeudi ou vendredi du secrétaire d'État américain Colin Powell. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici à jeudi. Je ne sais pas si je serai toujours là pour vous parler, si Arafat sera en vie. C'est trop long. Je souhaite le succès de Powell. Je voudrais qu'il soit arrivé hier, avant-hier, ou qu'il arrive dans 1 heure, mais pas attendre jusqu'à jeudi. Pour l'heure, Saeb Erekat reçoit une délégation parlementaire italienne. Un soutien moral sans doute, mais pas de quoi arrêter la machine de guerre. Différentes manifestations en France pour soutenir le peuple palestinien à Nice, à Nantes, à Grenoble, à Montpellier ou encore à Marseille, où plus de 2000 personnes, selon les organisateurs, la moitié selon la police, sont descendues dans la rue pour dire leur solidarité avec les Palestiniens. Une manifestation qui n'est pas contre les Juifs de France, ni même contre Israël, aura pu dire le grand moufti de Marseille, qui a pris la tête du cortège pour apporter son soutien sans réserve au peuple palestinien. Quant à Paris, les répercussions du conflit du Proche-Orient sur le peuple palestinien ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans le calme. Yann Fronti, Christian Gallet. Entre 20 000 et 50 000 manifestants, c'est beaucoup plus qu'il y a 15 jours lors de la dernière manifestation. Signe de ralliement, le kéfier, le foulard à damier, devenu le symbole de la lutte pour la création d'un État palestinien. Il ne faut pas attendre plus longtemps qu'on les laisse massacrer comme ça. Donc moi j'aimerais
un message à tous nos dirigeants. Je leur dis, aujourd'hui, envoyez une force de protection du peuple palestinien. Parce que la France ne bouge pas, les Américains ne bougent pas, c'est honteux, c'est ignoble, et il faut faire quelque chose pour les Palestiniens aujourd'hui. Pour se faire entendre, certains, souvent les plus jeunes, préfèrent répéter les scènes déjà vues ailleurs, à la télévision. Ici, un simulacre de funérailles. Ou là, le drapeau américain brûlé. Mais personne n'ira plus loin, les organisateurs, syndicats, mouvements politiques, associations ont prévu un service d'ordre conséquent. Dans le cortège, 4 Palestiniens. Et un peu plus loin, une petite délégation, des femmes juives hostiles à Sharon. On dévoile l'image d'Israël et nous l'avons soutenu, Israël, parce que c'est un État qui méritait. Maintenant, Sharon est en train de détruire Israël plus sûrement que tous les Palestiniens et qu'Arafat. Une mobilisation record, un défilé dans le calme. Les organisateurs espèrent ainsi que le principal message sera passé, un appel pressant à la mobilisation internationale. Demain, ce sera au tour des organisations juives de France de manifester contre les actes antisémites. Différents défilés, les uns pour affirmer leur solidarité avec le peuple israélien et une contre-manifestation lancée par le mouvement La Paix Maintenant. En évoquant les actes antisémites en France, signalons à Toulouse ces cocktails Molotov lancés la nuit dernière dans le local d'une association sportive juive. Des dégâts matériels à l'intérieur du bâtiment. Le feu a été rapidement maîtrisé. Aucune revendication. La réouverture du tunnel du Mont Blanc se fera, c'est décidé, dès lundi prochain. D'abord pour les autocars et les poids lourds de moins de 19 tonnes. À partir du 13 mai pour les véhicules de plus de 19 tonnes, mais en excluant les poids lourds les plus longs. Enfin, le 25 juin serait la date fixée pour une circulation ouverte à tous les poids lourds, exception faite de ceux qui transportent des matières dangereuses ou polluantes. La décision de rouvrir progressivement le tunnel du Mont Blanc aux poids lourds ne satisfait pas grand monde, ni les transporteurs qui jugent insuffisant le plan accepté par la France et l'Italie. Quant au maire de Chamonix, soutenu par la population, il est décidé à faire dès lundi un référé devant le Conseil d'État. Charlotte Millet, Olivier Jacquelin. Il n'est pas fou de joie, mais c'est un début. Carmelos Gros est transporteur routier. 40% de son chiffre d'affaires, il le fait avec l'Italie. Depuis 3 ans, il attend la réouverture du tunnel du Mont Blanc. Alors aujourd'hui, il prépare déjà son 17 tonnes pour lundi. Même s'il sait qu'au quotidien, ça ne va pas changer grand-chose. Symboliquement, il y aura des passages de poids lourds de moins de 19 tonnes, mais sachant qu'ils vont être en nombre très réduit, puisqu'il y a très peu de véhicules utilisés en transport international de cette dimension-là. Les véhicules de moins de 19 tonnes autorisés à partir de lundi représentent moins de 10% du trafic routier entre la France et l'Italie. C'est-à-dire que lundi, les chamoniards ne devraient pas voir de grands changements au péage, seulement des autocars en plus. Les poids lourds de plus de 19 tonnes devront attendre le 13 mai et le 25 juin pour les plus longs. C'est le calendrier établi hier entre la France et l'Italie après plusieurs semaines de négociations. Mais pour le maire de Chamonix, c'est une aberration. Le tunnel n'ayant pas été construit pour faire passer des 40 tonnes, au point de vue sécurité, c'est-à-dire la largeur de la chaussée, l'extraction d'air qui n'est pas suffisante, et j'estime qu'il y a mise en danger d'autrui. Il va d'ailleurs déposer lundi un recours en référé devant le Conseil d'État. La population et les écologistes le soutiennent et restent vigilants. On a dit qu'on laisserait passer les 19 tonnes, on les laissera passer, mais il ne passera aucun autre camion, ni le 13 mai, ni le 25 juin. Opposants ou partisans à l'ouverture du tunnel, tous sont d'accord sur un point. La mesure de lundi n'est qu'une étape. Le vrai changement est prévu après les élections. Dans les Alpes de Haute-Provence, incendie de forêt sur les hauteurs de Barcelonnette. Le feu maîtrisé jeudi a repris ce matin. Pas d'habitation menacée, mais une situation difficile compte tenu de la difficulté du terrain. Yannick Arroussier. Pour les 150 pompiers, la tâche essentielle est d'arroser les lisières de l'incendie. Car dans une couche d'humus de 40 cm par endroit, le feu couvre toujours et peut repartir à tout instant. Bien noyé. Mais le gros problème, c'est l'accessibilité du chantier. 1 heure de route pour approvisionner les citernes en eau dans un terrain très difficile. On a une sécheresse extrême pour la saison puisqu'il n'a pas beaucoup plu. Donc il faut beaucoup d'eau pour pouvoir traiter sur des lisières qui sont extrêmement longues puisqu'on a déjà brûlé 250 hectares. Le feu a démarré mercredi après-midi, un mégot de cigarette mal éteint. Aujourd'hui, l'intervention de 2 Canadair n'a pas permis de venir à bout de l'incendie, qui est cependant circonscrit. Malgré le froid et la fatigue, les pompiers vont donc passer une nouvelle nuit sur place. Le dispositif reste en place et il restera tant qu'une bonne pluie ne viendra pas nous aider et tremper tout le sol.
Pour l'instant, seul un petit crachin est tombé et la fumée s'élève toujours au-dessus de Barcelonnette, à 2000 mètres d'altitude. Après le suicide de Richard Durn, sa mère a décidé de porter plainte pour que soient définies précisément les causes de son décès et les conditions exactes de sa garde à vue. Je vous rappelle que Richard Durn, 24 heures après le massacre de Nanterre, s'était jeté par la fenêtre alors qu'il était interrogé à la brigade criminelle. Après une première enquête, la justice a déjà estimé qu'il n'y avait aucune faute pénale. Il y a eu erreur d'appréciation qui ne justifie aucune procédure disciplinaire. À Besançon, après l'évasion d'un détenu aux urgences de l'hôpital, 2 personnes qui auraient fait partie du commando ont été mises en examen. L'actualité politique avec l'arrivée ce matin de Lionel Jospin en Corse, l'occasion pour le Premier ministre candidat de s'engager à organiser une consultation du peuple corse sur la poursuite du processus de Matignon s'il était élu président de la République. Jacques Wittenberg, Alain Locatio. Un salut entre hommes, comme on les affectionne ici. Voilà donc la Corse version campagne électorale pour Lionel Jospin. Campagne menée au pas de charge d'ailleurs, une matinée à Ajaccio, pas davantage. Allez-y, je vous le volontiers. Une étape agréable quand même, le marché de la ville bien achalandé. Faut bien, hein, quand même, hein. Vous savez pas ce que vous perdez, hein. Voilà. Oh là là, ce morceau, c'est incroyable, hein. Obtenir en Corse un meilleur score qu'en 95, Jacques Chirac l'avait alors largement distancé. C'est le premier objectif de Lionel Jospin qui, ici aussi, c'est maintenant une habitude, est venu tenir meeting avec sa femme. Sa carte de visite, les accords de Matignon. Convaincu que les Corses les approuvent majoritairement, il leur suggère, s'il est élu, d'aller plus loin. Je m'engage donc à ce que ce soit après consultation des Corses, cette consultation ayant été rendue possible par une révision préalable de la Constitution que je préconise d'ailleurs pour l'ensemble des régions françaises. Difficile d'oublier que les attentats ont repris ces dernières semaines en Corse, d'où cet examen minutieux avant l'arrivée du candidat. Un Lionel Jospin dont le premier geste ce matin a été d'aller s'incliner à l'endroit où avait été assassiné le préfet Erignac. Une façon aussi de se rappeler que le règlement du problème de la violence reste pour lui la clé de toute évolution politique en Corse. Jacques Chirac est élu en Martinique. Il a redit son engagement pour l'outre-mer. Banfoul, ambiance bon enfant et discours politique sur l'égalité économique avec la métropole. Véronique Saint-Olive, José Boulestex. 9 heures d'avion pour venir dire aux Français d'outre-mer qu'ils les aiment. Jacques Chirac a fait hier une première halte en Guyane où il avait obtenu une large majorité en 95. Au meeting du soir, tout était prévu pour un folklore soigneusement mis en scène. Des femmes en boubou qui dansent, des Indiens venus du fleuve Maroni un peu perdus et les cadeaux traditionnels. Sur les gradins, un petit millier de sympathisants qui se réveillent quand le candidat Chirac leur promet la baisse des billets d'avion, l'égalité économique avec la métropole et qu'il dénonce à contrario la politique de Lionel Jospin. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une situation où l'on se contente de gérer la pauvreté, où le seul horizon est l'assistanat. Enfin, vous connaissez toutes les incertitudes liées à une politique gouvernementale qui ne fixe plus le cap, qui perd de vue les fondements même de notre République. Ce matin en Martinique, le programme est déjà minuté. Ici aussi, le candidat Jacques Chirac met la lutte contre l'insécurité au cœur de la campagne. Et dans une salle chauffée à blanc, le candidat Chirac s'engage une fois encore. S'il est élu, il donnera à l'outre-mer tous les moyens de sa croissance. Un principe qui reste encore à chiffrer. À ces Français du bout du monde, Jacques Chirac a donc aussi beaucoup promis. Mais en focalisant sur l'insécurité, ici comme en métropole, il tente d'attirer à lui tout un électorat qui, au-delà des étiquetes politiques, cherche avant tout à être rassuré. Aujourd'hui en campagne électorale, 2 candidats officiels que peu de choses rassemblent, 2 univers qui s'opposent. Christine Boutin à Rambouillet, au salon de la chasse et du grand gibier, et Robert Rue, au siège du Parti communiste. Reportage Nathalie Moisan, Nathalie Gallet. À chacun sa petite musique. Christine Boutin chassait aujourd'hui les lecteurs sur les terres de Jean Saint-Josse. Mais même lorsqu'elle défend les espaces ruraux au salon du gros gibier, la députée catholique n'oublie jamais son thème favori, la famille. Je suis épouse de chasseurs, mère de chasseurs, fille de chasseurs. Je ne chasse pas moi-même, mais j'étais un ardent opposant à la loi de la chasse lors de la discussion à l'Assemblée nationale. Ici, nous sommes dans une région de chasse
Et tout le monde sait que j'aime la chasse. Dans son fief des Yvelines, Christine Boutin connaît tout le monde. Il n'y a que son mari qu'elle n'ait guère le temps de voir. Je reviens ce soir, je dors à la maison ce soir. Oh, quelle chance. Avec Robert Rue, c'est un tout autre refrain. À Pierre-Latte, dans la Drôme, il a tenté hier de rassurer les salariés de la centrale nucléaire, inquiets à l'idée d'une privatisation possible d'EDF. Si demain on élargissait encore l'ouverture de la privatisation d'EDF ou la rentrée du capital de privé dans les entreprises comme EDF, on se rend compte de la catastrophe que ça pourrait engendrer. Réponse du candidat communiste, non à l'ouverture du capital d'EDF, oui à l'avenir du nucléaire. Et ce matin à Paris, Robert Rue lance un appel au rassemblement des candidats de gauche. Il y a la place pour une gauche citoyenne, une gauche créative, une gauche qui prenne en compte les réalités de notre temps pour faire autre chose. Une nouvelle gauche pour une campagne où Robert Rue peine à trouver sa place, toujours à 6% dans les sondages. Venons-en à cette information médicale qui inquiète et fait frémir la communauté scientifique. Le gynécologue italien Antinori refait parler de lui après avoir permis à une femme de 63 ans d'avoir un enfant. Il affirme avoir réalisé la première grossesse par clonage humain, mais le médecin refuse de commenter ses propres déclarations. Marie-Pierre Samitier. Faire un bébé sans spermatozoïdes grâce au clonage, c'est ce qu'affirme aujourd'hui avoir réussi le docteur Antinori. Le gynécologue italien prétend avoir fait inséminer une femme avec la technique du clonage humain. Cette femme serait enceinte de 8 semaines. Cette grossesse, qui serait une première mondiale, suscite à Rome une vague d'indignation. Le ministre italien de la Santé condamne sévèrement, de même que la communauté scientifique. Je crois que, si vous voulez, il n'y a pas de nécessité scientifique à la réalisation du clonage reproductif. Et il y a d'autres alternatives aux couples qui souffrent pour un désir d'enfant. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Pour cloner un être humain, c'est-à-dire pour procréer sans spermatozoïdes, on enlève le matériel génétique de l'ovule de la femme. À la place, on implante le noyau d'une cellule prélevée chez l'homme. Dans les expériences animales, le taux de succès est très faible, 1 à 2%. Et souvent l'animal qui naît n'est pas viable. Aujourd'hui, le gynécologue italien fait scandale. On l'avait traité d'apprenti sorcier en 1994 lorsqu'il avait permis à cette femme de 62 ans d'avoir un bébé. Le docteur Antinori se délecte d'avoir les caméras du monde entier braquées sur lui. Il sait qu'il va attirer dans ses filets les couples en mal d'enfants. Pendant ce temps, l'ONU prépare un traité international interdisant le clonage humain dans le monde. Le long de la Tamise, des milliers de Britanniques se pressent pour rendre un dernier hommage à la Reine-Mère. Une immense file d'attente qui s'est poursuivie tout au long de la journée, des heures de patience pour se recueillir à Westminster. Laurent Boussier, Michael Barnes. Seule une image aérienne est à même de donner l'ampleur de l'hommage que les Britanniques sont en train de rendre à celle qu'affectueusement ils appelaient la Queen Mum. Une file d'attente de près de 5 km. 6 à 7 heures de patience et toujours la même réponse à la question « Pourquoi ?» Tout simplement parce que je me souviens des années de guerre, des bombes qui nous tombaient dessus, et parce que la Reine-Mère est restée avec nous. Elle a toujours fait partie de toute ma vie, alors je veux vraiment lui rendre hommage. C'est un jour historique et j'aimerais raconter ça à mes enfants plus tard. Il est 14 heures à Londres et ceux qui arrivent maintenant ne pénétreront dans Westminster qu'à la nuit. Devant cet afflux, les responsables ont décidé de laisser ouvert 22 heures sur 24 la grande salle dans laquelle le cercueil a été déposé. À l'intérieur, malgré le passage continu de centaines de personnes, le silence est impressionnant. Le changement de garde toutes les 20 minutes, la solennité des lieux, le respect montré par le public, tout concourt à rendre cet hommage encore plus fort. Comme si en cette occasion unique, les Britanniques voulaient une dernière fois renouer les liens avec un passé désormais révolu. La reine s'est déclarée touchée par l'ampleur de cet hommage populaire. Pour la famille royale, il s'agit maintenant de capitaliser sur cet élan de sympathie pour redorer le blason d'une institution mise à mal depuis plusieurs années par les scandales et les divorces. Un mot de sport, la Coupe Davis, la France mène 2-1 dans les quarts de finale. Après le double de Fabrice Santoro et Michael Laudrup sur les deux tennisman tchèques Jiří Novák et David Rink, la France s'impose 6-3, 6-1, 6-4.
Et puis du football, avec à 3 jours de la fin du championnat de première division, un match nul entre Lens et Troyes. Pour finir, ces images tournées au Japon, avant la finale de la Coupe du Monde, la police a mis au point de nouveaux filets capables d'enfermer les hooligans. C'est des filets de nylon déployés par des canons et qui pourraient être d'une grande utilité. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite, élection 2002 face à la rédaction, invité Corinne Lepage. 20h50, la chanson numéro 1, présentée par Daniela Lambroso. À 7h, dans Thé ou Café, demain, Catherine Sellac recevra Bernadette Lafont. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2 et on se quitte avec ces images du Belém, un superbe voilier dont on voit l'arrivée sur les côtes brésiliennes.